Alors dans cette vidéo, je veux vous parler de cet appareil qu'on appelle un analyseur de spectre, euh, pour vous décrire un petit peu à quoi il sert et puis comment le configurer. Vous voyez que il fonctionne jusqu'à 6 GHz, donc c'est une bande très importante. Il fonctionne en fait de 10 MHz à 6 GHz, ce qui fait que c'est un appareil assez onéreux qui coûte aux alentours de 1800 euros, me semble-t-il. Donc évidemment, prenez-en le plus grand soin. Voilà le connecteur d'entrée. Et là, vous voyez qu'il y a écrit, alors on ne voit pas très bien, 25 dBm max. Ça signifie que si on applique un signal dont le niveau est supérieur à 25 dBm, on risque d'endommager l'appareil. Donc évidemment, toujours faire très attention à ce qu'on est en train d'analyser. Alors nous, on connectera des antennes, il n'y a pas de souci, la puissance sera bien inférieure à 25 dBm, vous verrez, elle sera même de l'ordre de moins 60 ou moins 50 dBm probablement. Mais par exemple, si vous voulez analyser un signal qui provient directement d'un générateur, il faut faire très attention, en particulier s'il provient d'un GBF. En général, c'est pas fait pour faire ça, donc voilà, faire très attention. Ce connecteur s'appelle connecteur type N. C'est un connecteur classique à haute fréquence, c'est pratiquement le standard sur les analyseurs de spectre. Nous allons y connecter une antenne dont le connecteur n'est pas un connecteur de type N. Alors, on a 3 types d'antennes en fait pour les TP. Le premier type, c'est celle-ci, c'est une antenne verte 24-50 qui fonctionne dans les bandes 2 Go4 ou 5 Go, donc les bandes Wi-Fi. Et là, le connecteur, en fait, n'est pas un connecteur N, c'est un connecteur SMA. Donc si je veux l'utiliser, je passerai par un adaptateur là. Voilà, connecteur N femelle vers SMA, mâle plutôt vers SMA femelle. Deuxième type d'antenne, c'est celle que je recommande pour le premier TP, c'est l'antenne qui était fournie avec l'analyseur. C'est une antenne large bande qui fonctionne à peu près sur toute la bande 10 mégas à 6 gigas. Et cette antenne a un connecteur de type BNC, les mêmes que ceux qu'on trouve par exemple sur les GBF. Donc là aussi, on utilisera un adaptateur. Je vais le connecter tout de suite. Pardon. Le troisième type d'antenne, c'est ces antennes-là sont des antennes qu'on utilisera pour le TP modulation FM et 145 à 435 MHz, connecteur SMA. Voilà, donc je connecte mon antenne. Et puis, nous allons pouvoir démarrer. Donc, je vais vous montrer comment faire les réglages de base pour analyser un signal. Essayer de un peu mieux me placer, voilà, pour avoir les reflets de la lumière. Alors, moi, ce que je vous recommande au départ, c'est de remettre l'analyseur en mode usine. Alors, vous voyez, j'ai 5 menus principaux en fait, hein. Freq span, sweep, bandwidth, level limits, traces markers et setup functions. Donc pour se remettre en mode usine, il faut choisir le menu setup function, le dernier. Et là, aller dans presets, choisir standard preset et puis execute. Voilà. Et là, l'analyseur se remet en mode usine. Alors, voyez, au départ, quand il est en mode usine, il est réglé pour analyser sur toute la bande, donc de 10 MHz à 6 Go. Je le vois parce que là-haut, je vois que le centre, la fréquence centrale, c'est 3 Go. Et le span, c'est-à-dire la largeur que j'analyse, est 5 Go 990. Donc je vais de 10 MHz à 6 Go.
Évidemment, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Alors moi, je veux essayer d'analyser un signal que j'émets là un petit peu plus loin avec mon USRP et qui se trouve à 2 Go 6. Je me suis placé un petit peu plus loin que la bande Wi-Fi. Donc pour ça, hein, je me place dans le menu FrexPan. C'est toujours le premier que vous aurez à régler. Et le mieux, c'est de régler le centre et la largeur. On peut aussi faire Start, Stop, mais moi, il me semble que le mieux, c'est de faire centre et largeur. Donc, sous menu centre, 7 centres, et là, je rentre toujours en mégas. Donc, en l'occurrence, 2600 pour faire 2 Go 6. D'accord, et je vais faire OK, un exit. Alors, à ce moment-là, la bande que j'analyse est toujours très très large, parce que le span, c'est 5 Go 180. Vous voyez, en fait, il va toujours jusqu'à 6 Go. Donc je vais réduire ça, par exemple, je vais set span 1 méga. Voilà. Et là, j'obtiens mon signal. Alors, à ce niveau-là, à ce moment-là, le signal que j'obtiens, il ressemble pas à grand-chose. Et c'est pas toujours facile de savoir pourquoi quand on débute. Il faut se rendre dans le second menu et faire un petit réglage pour que ça marche mieux. Alors je vous explique en fait pourquoi ça marche pas du tout. Parce que le signal que je veux analyser, en fait, a une puissance qui est très très basse, de l'ordre de moins 90 dBm sans doute. Et vous voyez sur l'écran que là, j'analyse des signaux qui vont de 0 à moins 80 dBm. Donc mon signal en fait est plus bas. Ce que je suis en train de voir là, c'est le plancher de bruit, c'est le bruit qui est généré en interne par l'étage d'entrée. C'est pas du signal utile que je veux regarder en fait. Donc ce que je vais dire à mon analyseur, c'est que je veux changer la gamme dans laquelle je travaille, et ça, donc ça se fait dans, pardon, pas dans Sweep Bandwidth, mais dans Level Limits, et je vais changer le Reference Level. Le Reference Level, en fait, c'est la puissance qui est tout en haut, et vous voyez qu'au départ, alors c'est aussi écrit ici, c'est 0 dBm, et moi, je vais changer pour mettre, par exemple, moins 30 dBm. Donc, vous voyez, le signe moins se met tout seul. Je peux... Ok. Et là, vous voyez que j'ai mon signal utile qui apparaît. Effectivement, on voit que la puissance reçue est de l'ordre de moins 85. On peut descendre jusqu'à moins 40 ici, mais pas au-delà. Si j'essaie de mettre moins 50, alors là ça marche plus du tout, bizarrement. Mettre moins 35. Je pense que vous voyez, il y a des effets de saturation là, le ADC overload qui s'affiche. Donc il vaut peut-être mieux rester à moins 30. Voilà, ça avait l'air de mieux fonctionner. Alors on peut avoir envie de zoomer un petit peu. Donc par exemple, je peux faire 7 span, et puis si je veux avoir une largeur de 100 kg, je rentre 0,1, c'est toujours en méga. Voilà. Alors, le bruit qui est généré, un bruit blanc, et donc quand je change le span, par exemple j'ai mis un span de 100 kg, la largeur du filtre d'analyse, ce qu'on appelle le résolution de bandwidth, diminue. Je sais pas attirer votre attention dessus, mais tout à l'heure il était de 10 kHz, là il est de 1 kHz. Et donc la puissance du bruit est mesurée dans un filtre de 1 kg. Donc le plancher de bruit en fait est... tout à l'heure c'était 10 kg, là c'est 1 kg, et 10 fois... La puissance du bruit est 10 fois plus faible, donc 10 dB en dessous, ce qui explique que le bruit est disparu, là il est plus bas. Alors ça m'amène justement à vous parler de ce paramètre là qui est très important, la résolution. En fait là j'ai un span donc de 100 kg, donc j'analyse une bande de 100 kHz. Quand la résolution est de 1 kg, en fait l'analyse se fait grossièrement on peut dire 1 kg par 1 kg. Ça me permet d'avoir un tracé effectivement mieux résolu, le fait d'avoir 1 kg plutôt que 10 kg. L'inconvénient c'est que l'analyse
est d'autant plus lente que cette largeur de filtre là est petite. Si au lieu de 1 kg par exemple, donc ça se règle ici dans Sweep Bandwidth, je mettais par exemple 300 Hz, j'aurais un tracé plus précis. Alors là, ça n'a aucun intérêt, mais de temps en temps, ça peut être intéressant, mais beaucoup plus lent. Alors, moi, pour commencer, je vous recommande toujours d'être en auto. Voilà. Le View Bandwidth, c'est un autre filtre qui permet éventuellement de faire un moyen-âge vidéo et pareil, je vous recommande de laisser au départ le paramètre par défaut qui est View Bandwidth Track. À ce moment-là, ce filtre-là a la même valeur que le filtre de résolution. 1 kHz. Le sweep time, c'est précisément le temps qu'il faut au spot pour balayer l'écran. On le laisse en auto aussi. On ne peut pas, de toute façon, si on a imposé le filtre de résolution, on ne peut pas imposer un sweep time qui soit très faible. À ce moment-là, vous aurez un message d'erreur. Donc moi, je vous conseille sur ce menu-là de commencer par tout laisser en auto. Et si vraiment vous voulez une analyse plus fine, là, vous passez en résolution de bandwidth 7. Voilà pour finalement les trois menus principaux qui sont la bande de fréquence que j'analyse, la résolution d'analyse et puis l'échelle verticale. Donc on a vu le reference level, je répète, c'est la puissance tout en haut. Quand je mets moins de 30 dBm, j'ai moins 30 dBm en haut. Et comme j'ai une dynamique de 80 dB ici, ça va me faire aller jusqu'à moins 110 dBm. Vous pouvez de temps en temps, ça sera rare, mais être amené à changer l'échelle verticale, c'est-à-dire le nombre de décibels par division. À ce moment-là, vous allez dans Scale, et voyez, au lieu de 10 dB par division, vous pouvez utiliser 5 dB par division, par exemple, ou 2. Mais voilà, on le fait rarement, en général 10, ça convient assez bien. Les deux derniers menus, on les utilisera moins souvent, mais vous aurez sans doute besoin des marqueurs au premier TP. Alors, Traces Markers, et puis vous voyez, j'ai deux sous-menus qui m'intéressent en fait, Marker Setup et Marker Control. C'est essentiellement Marker Setup. Là, dans Select, je sélectionne les marqueurs qui m'intéressent. Là, par exemple, j'ai le M1 Only. Et puis dans Function, je sélectionne le mode avec lequel je vais faire déplacer ce marqueur. Alors, j'ai deux modes en fait principaux. Le Scroll Mode. À ce moment-là, je vais pouvoir, avec les petites flèches là, faire déplacer mon marqueur. Bon, voilà, ça peut être intéressant. Mais c'est pas le mode que je recommande. Le meilleur mode, à mon avis, c'est le Peak Mode. À ce moment-là, regardez, le marqueur va directement sur le pic. Et c'est très pratique pour avoir rapidement la puissance. Voilà, de l'ordre de moins 90 dBm. Alors, effectivement, ça varie un petit peu. Il faut moyenner peut-être sur plusieurs mesures. Voilà. En Marker Control, on pourrait faire déplacer les marqueurs avec de la même façon que je le faisais avec les curseurs, donc c'est moins intéressant. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur l'analyseur de spectre, et on verra d'autres mesures intéressantes dans les prochains TP.